métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres, ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager et de témoigner justement sur le métier des sexos. Mais merci de m'avoir invité surtout parce que je trouve l'initiative intéressante, pertinente, atypique et je suis ravi de voir que de jeunes sexos en France prennent des initiatives pareilles parce que je trouve que les dinosaures de la sexo, je vais me les mettre à dos, mais je les ai côtoyés. Direct. Voilà, je vais me les mettre à dos de suite, mais je les ai côtoyés pendant 2 ans sur un projet de recherche. Je trouve dommage que ça bouge pas beaucoup de leur côté, mais bon, c'est bien que des jeunes s'en chargent. Donc bravo et merci. Super. Et du coup, au départ, je voudrais juste que tu te présentes avec ton nom, ton prénom et comment tu te dénomines au niveau professionnel. Alors moi, je m'appelle Nicolas Cesson, j'ai 45 ans. Comme tu l'entends, je viens du sud de la France et je suis infirmier libéral et sexologue. Ok, super. Et donc, du coup, ton parcours professionnel au départ, tu as toujours été infirmière libérale, tu as d'abord travaillé à l'hôpital. Comment tu as, quel est ton parcours professionnel au départ? Alors, moi, j'ai passé les concours paramédicaux il y a très longtemps maintenant, parce que je suis un dinosaure aussi. Et j'ai travaillé pendant mes études, le truc qui m'a le plus attiré, c'était les soins très très techniques. Donc, j'ai fait urgence Réa SAMU pendant, pendant quelques années. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc dans ma vie qui m'a donné envie de reprendre un cursus. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un peu pompeusement une grande école de commerce qui m'a appris le management essentiellement. Et puis, d'autres événements de vie m'ont donné envie de revenir dans le milieu du soin. Donc, je fais du libéral depuis maintenant 20 ans, si je dis pas de bêtises. Je suis arrivé en sexo un peu par hasard parce que j'ai vu de la lumière, en toute sincérité. C'est-à-dire que j'avais besoin de me dynamiter un peu intellectuellement parce que je m'ennuyais profondément dans ma pratique clinique d'infirmier libéral. Et pourtant, j'avais la chance d'avoir une activité clinique qui était quand même déjà très atypique à l'époque et très tourné vers la technique, ce qui était quand même pas la norme au moment où je le faisais. Et donc, je devais faire ce cursus en fait avec mon cousin qui est médecin généraliste sur Toulouse aussi. Et ma candidature a été retenue, pas la sienne, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, très rapidement, je me suis hyper investi dans ce cursus. Ça m'a beaucoup plu. Au début, j'envisageais pas du tout de pratique clinique en sexo. J'y allais vraiment pour m'épanouir intellectuellement, faire autre chose professionnellement. Et puis, alors moi j'ai fait un cursus parce que en France, peut-être que les gens qui regarderont ne le savent pas, mais il y a plein de cursus différents. Moi j'ai fait ce qu'on appelle un diplôme interuniversitaire de sexologie humaine, donc à la fac de Toulouse. Et pendant ce cursus, on a un mémoire à rendre à la fin avec un travail de recherche. Alors, ça aussi, ça fait un peu pompeux. Et dans mon cas précis, ce qui n'était pas du tout attendu, s'est révélé être un travail absolument colossal, puisque
j'ai enquêté sur un tabou de la sexualité féminine et ça donne lieu actuellement à une publication scientifique et à la construction d'un document qui se veut un document référence. Donc ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur et c'était pas du tout attendu. Du coup, ouais, tout de suite, il y a eu un grand engagement, mais je t'entends plaisanter en disant j'ai vu la lumière, je suis venue par là, mais qu'est-ce qui fait que la lumière, elle s'est orientée sur le domaine de l'intime, de la sexualité et pas, je sais pas, d'autres apports ou d'autres théories? Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est que je voulais quelque chose qui m'intéresse intellectuellement et j'ai toujours eu, je pense, une curiosité intellectuelle sur la sexualité en général, la mienne aussi un peu également. J'ai une formation en psycha et en systémisme également, donc c'est des choses qui m'ont plu il y a longtemps. Et alors plus que la sexo clinique, enfin plus que la sexo médicale, ce qui m'intéresse moi dans ma formation, c'est le couple, donc c'est la thérapie de couple. Probablement que le fait que j'ai été à la place des patients m'a aussi incité à réfléchir beaucoup, donc j'ai fait une thérapie de couple il y a longtemps maintenant. Ça m'a amené beaucoup, notamment sur le plan systémique, c'est-à-dire, ce que c'est que la famille, ce que c'est que le couple, et ce que ça peut avoir comme incidence sur la vie des sujets. Donc voilà. Après, je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour devenir sexologue. Finalement, en fait, il y a besoin de rien faire, hein, puisque n'importe qui peut se prétendre sexologue en France aujourd'hui. Hem et finalement ce cursus, alors qu'il était très critiqué dans qu'il était assez critiqué dans ma promo, moi je m'y suis épanoui parce que j'avais pas fait de cursus universitaire avant. J'avais fait donc un cursus d'infirmier, c'est une forma c'est des écoles donc c'est très particulier, c'est en principe des petites promos. Et là, j'ai touché du doigt ce que c'était que oui, voilà, le schéma universitaire, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire avec beaucoup de lacunes, hein, énormément de lacunes, et avec aussi un certain degré d'exigence, notamment dans la recherche. Et c'était intéressant. Alors, oui, j'étais curieux, et le fait d'être très intéressé par la psychanalyse et par le systémisme a complété tout ça, je pense, hein, Oui, il y aussi. avait quand même un terrain, du coup, finalement, Oui, 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 bien sûr. ça n'a pas été, effectivement, ça n'a pas été que la lumière qui était allumée, mais il y avait déjà ce terrain Je de pense que base. c'est en effet des sujets qu'on choisit pas par hasard, mais déjà l'univers du soin d'une façon générale, pour avoir on va dire un tissu social malheureusement un peu trop développé dans le tissu du soin, heu, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent se soigner et moi le premier. Je venais soigner quelque chose en fait, essayer de comprendre quelque chose et soigner quelque chose. Donc, et évidemment qu'en sexo, il y a aussi de ça, c'est-à-dire qu'il y a une interrogation particulière. Du reste, moi j'ai lu beaucoup de mémoires et j'en ai lu un qui était magnifique sur pourquoi on devient sexologue, qui a été fait par une étudiante parisienne et c'est très, très, très intéressant de voir qu'en effet, les gens ont une curiosité, heu, qui est assez ancienne, en fait. Donc c'est un des éléments qui les pousse à choisir ces cursus-là. Ouais, et dans les témoignages que j'ai recueillis, c'était beaucoup ça. C'était effectivement nourrir l'intellect, mais aussi venir nourrir le personnel. Et parce que le personnel était aligné, alors je pouvais être après un bon thérapeute accompagnant, quoi. Oui, il y a de ça aussi et il y a, il y a aussi finalement, moi je m'en suis rendu compte assez tard, mais pendant très longtemps, enfin pendant des milliers d'années, on va faire simple, mis à part, en Asie, il y avait quand même très peu d'éléments d'information pour essayer de s'instruire sur la sexologie. En Europe et en Amérique du Nord, il y avait pas grand-chose en fait. Puis est arrivée la pornographie dans les années 40-50, puis après ça s'est beaucoup développé et ensuite depuis un peu moins de 10 ans maintenant, il y a beaucoup de capsules comme les tiennes. Donc il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui, distillent un savoir réel ou supposé du reste, hein, parce qu'il y a quand même des choses qui sont aussi enfin moi j'ai entendu des choses qui m'ont fait bondir et finalement le fait d'avoir une formation clinique au départ de soignant, et de s'intéresser à ce cursus, ça m'a permis de voir qu'il y avait quand même beaucoup de cognitions dans la population générale qui étaient complètement altérées. À partir du moment où j'ai commencé à dire que je reprenais des études et à partir du moment où j'ai commencé à dire le sujet de mon cursus, évidemment que dans les repas, il y avait beaucoup de questions et c'était très intéressant de voir que l'essentiel des gens, ont une approche qui est particulièrement biaisée sur la sexualité, puisqu'aujourd'hui, il y a une injonction à la sexualité, totalement épanouie, alors que pas du tout, hein,
c'est pas une obligation. Si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas le cas, bah, et puis si on a envie de travailler, pourquoi pas. Mais c'est pas une obligation. Et je pense qu'il y a beaucoup de misère sentimentale, affective et sexuelle. Et que c'était des éléments qui m'intéressaient à ce moment-là et que je voulais creuser un peu. De manière concrète, du coup, donc j'ai entendu, tu es en partie infirmier libéral et en partie sexologue. Comment tu équilibres du coup ces deux métiers-là? Ah bah, je l'équilibre pas du tout. D'accord. Aujourd'hui, j'ai un réel désir de consulter, mais en sexo, j'ai pas commencé pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis diplômé depuis peu de temps. Je suis diplômé depuis octobre et là, on est fin avril. Alors, ça peut paraître long pour beaucoup de personnes et c'est long pour moi. C'est-à-dire que j'aimerais que ça enclenche, mais ça s'est pas passé comme ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que sur le plan organisationnel, c'est difficile parce que quand on a une activité libérale, la plupart du temps, ça occupe beaucoup. Et en avoir une deuxième, ça occupe trop. Donc, comme je voulais offrir à mes futurs patients en sexo, et surtout aux couples, on va dire, euh, un univers accueillant et cohérent, c'était compliqué à mettre en place. Donc, il y a eu de ça. Il y a aussi le fait que sur la fin du cursus, je ne sais pas pourquoi, je me suis interrogé sur ce que j'avais le droit de faire et de ne pas faire. Et je me suis appris, enfin, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience du vide juridique abyssal qu'il y a en France sur cette fonction et sur la diversité des pratiques. Donc, c'est très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de diversité de pratiques. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le chemin que va prendre le patient pour arriver vers un thérapeute et pas un autre. En clair, comment il va faire pour aller vers un thérapeute et pas un autre? Aujourd'hui, depuis quelques années, on commence à mieux comprendre quand on a un trouble psychique, par exemple, s'il vaut mieux aller voir un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute, un psychanalyste, voilà. Ça commence à rentrer dans la... Enfin, je veux dire que la population générale commence à comprendre certaines choses là-dessus. Et je pense qu'il y a encore du travail là-dessus. Sur la sexo, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que tout le monde peut faire à peu près ce qu'il veut, sauf celles et ceux qui sont tenus par des règles ordinales ou par un code de la santé publique, donc toi, moi, les médecins, les kinés, les sages-femmes et d'autres professions. Donc, j'ai pris conscience à ce moment-là que finalement, ben, on avait plus de devoirs et moins de droits que d'autres et que c'était pas si évident que ça d'arriver à exercer correctement. Donc aujourd'hui, en pratique, j'ai pas le droit de mettre sur une même plaque infirmier, sexologue, ça n'existe pas. Donc il y a aussi de ça. Et donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, je suis principalement infirmier libéral. Je réponds à de plus en plus de questions en sexo, et ça m'étonne beaucoup parce que finalement, ma patientèle n'a pas beaucoup changé à 20 ans. Mais toi, oui. Ouais, ouais, voilà. Oui, alors oui, mais je ne l'ai pas dit. C'est-à-dire que c'est ça que je ne comprends pas, c'est comment ils ont réussi à détecter chez moi que finalement, j'avais des connaissances nouvelles parce que j'ai été très pudique sur cette reprise de cursus avec mes patients chroniques et j'en ai pas parlé. Enfin, en tout cas, je ne me suis pas étendu. Et aujourd'hui, je suis assez étonné d'avoir beaucoup de questions sexo et de plus en plus de patients auxquels moi, je ne faisais pas attention avant, notamment tous les patients prostatectomisés, par exemple, et qu'aujourd'hui, ben, je prends en charge différemment parce que je vais leur poser d'autres questions et peut-être leur amener autre chose. De Et ce que j'ai entendu, du coup, ça s'est infusé. Et du coup, oui, dans ton savoir-faire et dans ton savoir, les choses se sont étendues. Et donc, du coup, pour l'instant, effectivement, tu consultes pas en tant que sexo, mais il y a quand même cet accompagnement dans les soins qui est teinté finalement de ces connaissances-là. oui, oui, c'est ça. Enfin, moi, je suis dans un quartier où il y a beaucoup de couples qui ont des difficultés à procréer. Bon, ben, de façon indirecte, j'ai été sollicité là-dessus aussi, puisque il y a des questions biologiques qui sont pas forcément traitées en consultation et auxquelles je peux répondre. Il y a des questions sur les traitements, sur les effets secondaires, sur la dynamique du couple, parce qu'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est un couple qui va morfler et qui va morfler pendant un moment, parce que c'est un parcours qui est relativement long. Donc, c'est bien qu'ils arrivent à s'écouter, à s'accompagner, à se tenir la main, éventuellement à consulter s'ils en ressentent le besoin. Donc, alors après, depuis que je suis diplômé, c'est vrai qu'il y a plein de petits projets, enfin, je les appelle petits, mais finalement, ils ne sont pas si petits que ça. Des projets sexo qui sont nés avec la création d'une asso avec les étudiants de Toulouse, pour les étudiants de Toulouse, dont je ne fais plus partie, pour leur transmettre un savoir un peu différent du savoir académique. Donc ça, c'était super intéressant d'organiser des cafés sexo à leur attention. Après, ben, voilà, rédiger un article scientifique, ça répond à des règles qui sont excessivement sévères et on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Donc clairement, moi, c'est mon premier, probablement mon dernier, donc ça m'a demandé énormément d'énergie pour arriver à le sortir.
Et il se trouve que ce sujet sur lequel j'ai travaillé, j'ai entendu beaucoup de bêtises qui étaient enfin, notamment sur les réseaux sociaux et sur YouTube et d'autres, hein, parce que c'est essentiellement là que l'information circule aujourd'hui, Insta, enfin tous les réseaux qu'on connaît. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas finalement faire quelque chose qui pourrait servir à tout le monde. Et j'ai fait un document qui est quand même relativement costaud, puisqu'il fait 360 pages, et qui reprend toute l'histoire, la natte, la fille, enfin, et qui vulgarise à peu près tout cet univers-là, et qui donne des connaissances qui sont tracées, avec des références bibliographiques pour tout le monde. Donc après, les gens se veulent s'en emparer, tant mieux. Et s'ils n'en font rien, eh ben, ça tombera les oubliettes et c'est pas très grave. Alors, c'est justement une de mes questions, c'est justement par rapport à toutes ces connaissances sur la sexualité, sur la vie intime, qu'il y a effectivement sur le net et ailleurs. Comment toi, tu fais la part des choses et comment tu aides du coup les gens que tu côtoies ou que tu accompagnes? Donc, j'entends la première réponse, c'est bah, du coup, je donne du contenu qui est plus sérieux, plus structuré et plus juste. Euh, mais déjà, la première question, c'est de toi, toi-même, comment tu as pu faire la part des choses entre tout ce qui était véhiculé et tout ce qui circule? Ben, c'est pas facile parce que moi j'ai pris conscience pendant le cursus, j'en ai parlé à plusieurs reprises, donc notre promo pour les gens qui regarderont ta capsule était essentiellement féminine, on était 45, il y avait 5 mecs, 40 nanas. Donc c'est vrai que on est dans un univers, et j'ai participé à plusieurs congrès où très clairement la présence est très féminine. Donc, c'est une profession aujourd'hui qui a, enfin, il faudrait faire une petite étude là-dessus pour savoir qui exerce comment, dans quelles conditions, et c'est un peu ce que tu fais, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes qui exercent que d'hommes. Et j'ai pris conscience dans ce cursus que finalement, j'étais un peu la cible à abattre, c'est-à-dire le quadra, CSP+, maladroit avec les femmes, masculiniste, enfin, tu vois, les étiquettes, elles sont tombées très rapidement. Et ça m'a fait réagir, enfin, ça m'a interpellé parce que je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, je me suis jamais vu comme ça». Donc ça a été une de mes premières confrontations avec les contenus sur le web. Ça a été finalement, le fait de voir que les hommes étaient profondément maladroits, étaient, profondément, probablement sexistes, probablement beaucoup plus violents que les femmes, probablement beaucoup plus agressifs. Enfin voilà, ça a été une de mes premières prises de conscience. Je ne peux pas dire que j'étais pas au courant, mais je peux dire que je me sentais pas concerné du tout et que enfin, dans les gens que j'avais autour de moi, c'est pas quelque chose qui planait au-dessus de ma tête. Après, en termes de contenu, il se trouve que moi, j'aime bien sourcer les choses, c'est-à-dire que quand il y a une idée qui sort un peu comme ça du chapeau, j'aime bien savoir d'où elle sort, pourquoi elle sort à ce moment-là et finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et je me suis aperçu que contrairement à ce qui se dit beaucoup sur les réseaux, la bibliographie en sexo, elle existe. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Il y a des choses très sérieuses, des choses très étayées, qui ont demandé, des années de recherche et qui constituent une base. Alors qu'aujourd'hui, il faille passer à la vitesse supérieure et s'intéresser probablement plus à d'autres personnes auxquelles on ne s'est pas encore trop intéressé et peut-être sortir un peu de la biologie, de l'anatomie, de la physiologie et basculer un peu plus sur le plaisir parce que c'est quelque chose qui est compliqué à, à analyser. Probablement que oui, mais je me suis aperçu que sur les réseaux, on distillait aussi des informations qui n'en étaient pas, des choses qui n'étaient pas sourcées et que si on veut sortir d'un certain dogme, on va dire les choses, par exemple la sexualité très pénétrative, et que je partage, je pense que c'est une bonne chose aussi de s'intéresser à toute autre chose dans la sexualité. Je pense qu'en faire un dogme, ça devient dangereux. Je pense qu'il y a des gens qui adorent la pénétration, hommes comme femmes, et que je vois pas pourquoi on irait leur expliquer qu'ils sont en train de se planter. Si ça leur fait plaisir et si ça leur va bien, ben moi, ça me va bien. À partir du moment où les choses sont partagées, qu'elles sont vécues de façon très saine, il n'y a rien qui me choque. À partir du moment où il y a un trouble, où il y a une plainte qui est exprimée, là, c'est intéressant de se poser des questions et de proposer probablement autre chose. Donc, je suis à la fois je trouve que c'est bien que ces réseaux existent, puisque finalement, aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui prennent la parole, des gens qu'on n'aurait jamais entendu parler il y a 20 ans, très clairement, puisque la connaissance il y a 20 ans était portée par des sachants. Voilà. Donc essentiellement des scientifiques et essentiellement des universitaires, essentiellement des hommes, essentiellement âgés, tu vois? Donc c'était quand même très, donc aujourd'hui, je trouve que c'est très intéressant d'avoir la parole de femmes très jeunes, très dynamiques, de voir un peu, ce qui s'exprime derrière tout ça, c'est très intéressant. Après, je pense que par moment, il y a des non-vérités, très clairement. En tout cas, scientifiquement, c'est pas acté.
et qu'il faut. Alors là, c'est compliqué parce que quand on a affaire à une population qui ne sait pas, c'est-à-dire des patients, il faut arriver à passer un peu un filtre, quoi. C'est-à-dire à dire, écoutez, il faut peut-être pas tout prendre avec aussi à cœur que ce que vous le faites, parce qu'il y a des choses qui sont pas particulièrement sourcées sur le plan scientifique. Donc, prenons un peu de recul. Peut-être qu'en effet, il y a des choses qu'il faudrait étudier aujourd'hui, et j'en suis convaincu. Bon, après, il faut remonter des protocoles, trouver de l'argent et le faire. Ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais le filtre, en tout cas celui que j'entends, c'est déjà sorti de la dogmatisation et du côté il faut, je dois, mais élargir de cette manière-là, Oui, ça serait déjà le premier pas le plus important aussi, de dire, bon, ok, il existe une multitude, une oui, variété, et elle est juste, cette multitude et variété, donc ça relaxe un petit peu déjà. oui. Une multitude, une variété. Et puis aussi, on a. Alors, ça, pour le coup, je trouve que c'est un peu dommage sur les réseaux. C'est que je trouve que l'abord est quand même très européen et très nord-américain. C'est-à-dire que j'ai rarement vu du contenu sur la sexualité en Asie, alors qu'on sait que c'est un des territoires qui a été le plus prolifique en termes de bibliographie sexo, grand public, comme le Kama Sutra et plein d'autres, hein, parce que c'est des ouvrages qui sont. Enfin, il y a des milliers et des milliers de pages, hein, il faut imaginer un peu ce que ça peut représenter. On a peu d'éléments aussi qui sont distillés et qui viennent d'Afrique, par exemple. On sait qu'en Afrique, il y a quand même le soufisme, enfin, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de choses érotiques qui sont arrivées, et malheureusement, on l'a un peu oublié. Et dans le sujet que moi j'ai traité, j'ai été très interpellé de voir que finalement, l'Amérique latine a pas mal participé à mon projet. Donc, comme quoi, on a à apprendre de tout le monde et à peu près partout. Donc, je pense qu'il n'y a pas de vérité. Et c'est ce sur quoi je suis un peu critique sur les réseaux. Je trouve que les gens arrivent avec des vérités toutes faites et qui sont souvent pas étayées. Mais bon, c'est un regard. Quelles sont, selon toi, les compétences nécessaires à avoir pour exercer en tant que sexologue ou qu'accompagnateur de l'intime? L'écoute, l'empathie, euh, et moi, ce que j'aime beaucoup en psycha, c'est savoir peut-être écouter différemment ce que va te dire le patient, peut-être le dire différemment, ce qui va lui permettre d'entendre ce que lui n'entend pas de ce qu'il dit. Cet effet un peu miroir, quoi, du coup. Exactement. Ok. Voilà. Et après, l'écoute, l'empathie, c'est déjà pas mal. Et puis j'ai entendu aussi quand même d'avoir des connaissances, de pas raconter n'importe quoi et d'avoir une base solide aussi pour Oui, finalement faire cheminer oui. les choses. Quand Oui, dans oui, ce il que y a tu as des choses qui, moi, partagé. ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Moi, il y a des choses qui m'interpellent beaucoup. Quand tu traites de ce sujet-là, évidemment, tu vas avoir des questions dans les repas. Et de par mon âge, je croise beaucoup de femmes qui rencontrent des hommes qui ont entre 40 et 50 ans, qui commencent à avoir des troubles érectiles. Et elles me disent, est-ce que c'est normal? Je lui dis, bah, déjà, et après, je déconstruis beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'en posant trois, quatre questions, est-ce qu'il fume? Est-ce qu'il est obèse? Est-ce qu'il a du diabète? Bon, déjà, il y a des marqueurs qui s'allument. Alors, c'est dommage que ça ne s'allume pas pour tout le monde, mais pourquoi pas? Donc oui, je pense qu'avoir un socle en anat, en phy, en pharmaco, en bio, et puis ne pas tout savoir, parce qu'évidemment, même un PUPH très calé en reproduction ne saura pas tout, mais par contre, savoir dire je ne sais pas, mais je vais chercher, et je vais aller voir quelqu'un dont je sais que lui ou elle sait, ça c'est à mon avis quelque chose d'important pour les patients. Donc d'avoir l'humilité aussi, quoi, finalement. Ah oui, alors ça c'est quelque chose qui malheureusement n'inonde pas trop les professions du soin, malheureusement, parce que les gens veulent tout savoir et bon, on ne peut pas tout savoir, c'est pas possible, on se plante tous, hein. Et dire je ne sais pas, je vais me renseigner et essayer d'arriver avec une réponse cohérente, c'est quand même déjà pas mal, quoi. Et alors, en pire, enfin mieux que ça encore, dire ben, je me suis planté, je vais essayer de corriger, alors ça c'est encore mieux. Mais on ne peut pas dire que ce soit trop présent dans nos professions, quoi. Mais ça serait des choses à développer. Je pense. Quels sont, selon toi, les avantages et les inconvénients? Donc, tu m'as un peu parlé effectivement de ce poids un peu administratif et de cette lourdeur euh, voilà, de la profession pour les médicaux et les paramédicaux. Est-ce que tu verrais d'autres avantages ou d'autres inconvénients? Alors, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'important à faire aujourd'hui en France, c'est, parce que c'est pas le cas dans tous les pays. Alors, on a des pays autour de nous qui font figure un peu de modèle. Bon, quand tu t'intéresses vraiment à ce qui s'y fait, tu t'aperçois que le modèle, il y a de très bonnes choses à y prendre et des choses qui sont, à mon avis, plus critiquables.
Donc, je pense à la Belgique et au Canada, par exemple. Euh, il me semble important de faire un bilan de l'existant, c'est-à-dire on ne sait pas qui exerce et qui fait quoi et où en France. Moi, j'ai participé à un congrès l'année dernière dont la thématique était tous ensemble, mais qui fait quoi? Bon, mais c'était bien, mais j'ai toujours pas compris qui faisait quoi. Donc finalement, la réponse, enfin, pour moi, elle est incomplète. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et après, et c'est pas du tout pour défendre mon cursus, mais je pense qu'il est important pour les patients parce qu'on est quand même face à des personnes qui sont dans un moment de faiblesse particulier, parce que l'intime, ça reste quelque chose de particulier. Il faut avoir du courage pour prendre rendez-vous avec un sexo. Il faut avoir du courage pour se déplacer à la consulte ou le voir en visio. Il faut avoir du courage pour lui expliquer ce qui ne va pas. Et il faut avoir du courage pour essayer de critiquer l'existant et essayer de choper, enfin de trouver une solution. Donc c'est très courageux de faire ça. Donc bravo aux patients déjà, mais malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, ils sont insuffisamment informés sur voilà, qui fait quoi, qui peut faire quoi, avec quelles limites. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudra à un moment leur dire. D'autant qu'en France, on a un plan très ambitieux, mais où il n'y a pas beaucoup d'argent. Un plan sexo 2017-2030. Bon, c'est une très belle affiche. Après, quelle forme ça va prendre, ça, j'en sais rien. Et les avantages, ça serait quoi de ce que tu... Bon, moi, j'ai entendu, voilà, dans la réalité, voilà, tu as plein de projets d'exercer et pour l'instant, tu n'es pas, mais qu'est-ce qui te motive justement à aller vers cet objectif-là de poser des consultes sexo? Alors, plus que la sexo, moi, c'est le couple. Ouais. Ce qui me motive, il y a plusieurs éléments. Déjà, je m'aperçois qu'il y a très très peu de sexos qui font de la thérapie de couple. C'est quelque chose qui fait très peur. En tout cas, dans ma promo, les promos qui m'ont précédé, les promos qui m'ont suivi, parce qu'on est quand même un peu fédérés, je m'aperçois qu'il y en a peu qui en font. Euh, Après, je suis formé aussi à d'autres choses, mais ça, c'est souvent le cas chez les sexos. Euh, et c'est des outils que j'aimerais utiliser parce que je pense que ça peut amener quelque chose. Je pense qu'il y a, pour moi, l'essentiel des couples sont pathologiques. Mais après, c'est pas parce qu'on est pathologique qu'on peut pas arriver à cheminer ensemble. Je pense qu'avec très peu, on peut amener beaucoup. C'est-à-dire qu'avec deux, trois consultes, on peut arriver à réharmoniser les choses. Et après, le plus important dans une thérapie de couple, c'est pas de souder les gens. C'est de comprendre ce qui se passe et de prendre des décisions sereines pour la famille qui existe ou pas, le couple qui existe ou pas, et essayer d'arriver à mieux vivre ensemble ou pas, parce que c'est pas une catastrophe de se séparer. Et puis, on peut aussi accompagner les gens vers la séparation et faire des séparations plus dignes, donc ça peut être intéressant. Donc, je sais pas si c'est des avantages, mais en tout cas, c'est des éléments de motivation chez moi. C'est des choses que j'ai envie d'offrir et de pratiquer. Après, c'est en cours. Si tu devais donner un conseil à justement un étudiant ou un professionnel qui voudrait se réorienter, ça serait quoi le ou les conseils que tu pourrais formuler? Je lui proposerai de bien se renseigner sur ce que c'est que ce métier. Parce que je pense qu'entre l'idée qu'on s'en fait et la diversité d'exercices, il y a forcément une place pour chacun, mais il faut quand même un peu la réfléchir en amont, quitte à la réévaluer après et à la transformer. Mais, euh, mais bien se renseigner, c'est quand même pas anodin. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, si on faisait une grande enquête sur qui exerce quoi en France, on serait assez étonné de constater qu'il y a très peu de gens qui vivent de ce métier. Et que finalement, celles et ceux qui en vivent ne sont peut-être pas forcément celles et ceux auxquels on penserait le plus au départ. Donc il faut être conscient de ça. Ça peut être une activité complémentaire. C'est une transdiscipline, donc ça veut tout dire et pas dire grand-chose en même temps. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas de réglementation, à mon avis, sème le trouble. Donc c'est pas évident d'arriver à émerger auprès d'une population de patients. On peut exercer en libéral, mais on peut également exercer dans des structures de soins. Il faut que les structures de soins soient très open pour qu'on puisse exercer, parce que on est quand même sur un sujet très tabou qui fait encore peur. Et ne serait-ce que travailler sur la sexualité dans les maisons de retraite ou de travailler en sexo sur l'apprentissage de la sexo dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, à la fac,
il faut quand même que les dirigeants de ces structures aient du courage. Enfin, moi, je leur trouve du courage parce que, certes, il y a une obligation légale, mais qu'on peut très C'est facilement ce que j'allais contourner. dire, effectivement. Voilà, la loi, en théorie, est posée ainsi, mais dans la réalité des faits, c'est pas Voilà. forcément le cas. Des lois en France, il y en a beaucoup, peut-être un peu trop, et la plupart du temps, on vote beaucoup de textes, et puis après, on s'aperçoit que c'est plus difficile de les mettre en application. Donc, je pense que c'est bien pour les enfants. Moi, j'ai des gamins, et c'est vrai que je vois le grand avoir quelques cours. Donc, je pense que c'est intéressant. Reste à voir dans quel cadre c'est fait et comment c'est fait. Donc, Donc, il y le a conseil, ce quelques... que j'ai entendu, c'est déjà d'avoir une vision un peu de quelle approche on a envie de poser et dans quel objectif on va faire les choses, en fait, pour du coup se projeter déjà dans c'est quoi ce métier et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. C'est ça. Et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce que je peux proposer? Sur quoi je suis compétente ou compétent? Et ne pas se brûler les ailes pour amener quelque chose qui serait pas cohérent auprès des patients. C'est-à-dire, moi, il ne me viendrait pas à l'idée de faire de l'hypnose demain. Je ne suis pas formé à l'hypnose. Je ne ferai pas de TCC. Je ne suis pas formé en thérapie cognitive comportementale. J'ai une formation en psycha, mais je ne suis absolument pas psychanalyste. Mais par contre, je crois qu'avec ma pratique clinique et l'expérience, j'ai la capacité de réorienter un patient. Donc, si je vois rapidement que je ne peux pas lui amener quelque chose, j'essaierai de l'envoyer vers quelqu'un pour des examens complémentaires, pour des prescriptions, pour un regard clinique différent, pour une question très technique. Voilà, je pense que c'est important. De ne pas dire qu'on sait tout faire, c'est pas possible. C'est une réalité, ouais. Pour Mm. conclure, est-ce qu'en un mot, une phrase ou un concept, tu pourrais me résumer ta vision de la sexualité ou de la vie intime? Non, je peux pas. C'est un vrai challenge, en fait. C'est un vrai challenge, Non, je mais peux pas. en Non. un concept alors. Je pense que Je pense qu'il y a beaucoup de curiosité, et c'est ce qui fait probablement défaut. Il y a une étude qui était sortie il y a quelques années qui avait expliqué qu'un tiers des Français avaient des troubles sexuels. Des Français, des Françaises, à tout âge. Et que sur ce tiers, il y en avait la moitié qui, avec une ou deux consultations de sexo, que tous leurs troubles à ce moment-là disparaissaient. Parce qu'il y a un déficit d'information, parce qu'il y a des conditions qui ne sont pas bonnes, parce qu'il y a peut-être un manque de curiosité aussi. C'est pas parce qu'aujourd'hui on vous livre du contenu de façon massive qui va forcément vous correspondre, qui va être forcément adapté à votre sexualité. Voilà. Donc je pense qu'il faut avoir de la curiosité. Et la curiosité peut dépasser très largement ce qui vous est donné aujourd'hui, quoi. Il y a de la littérature érotique pour celles et ceux qui aiment lire, il y a des podcasts audio, il y a des vidéos, il y a des choses très scientifiques, il y a des choses qui sont beaucoup plus érotiques, beaucoup plus poétiques. Donc il doit y avoir du contenu pour tout le monde. Super. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour conclure? Mais écoute, ce que je disais au début, merci d'avoir lancé cette initiative, je la trouve très noble. Il me tarde de voir enfin, ce que ça va donner, parce que ça me semble très riche. Donc, félicitations à toi d'avoir eu l'idée, le courage et de faire, en fait, parce que des fois, on a des idées, et puis après, faire, c'est plus compliqué.